Honnêtement, George Sand, niveau engagement politique, c'était vraiment la reine qu'elle pensait être. Je vous jure, écoutez ça. C'est dans le peuple, et dans la classe ouvrière surtout, qu'est l'avenir du monde. Avec le temps, la masse sortira de l'ignorance où les classes éclairées l'ont toujours tenue enchaînée. Non mais sérieux, cette phrase, on dirait du grand Marx énervé. Mes sourcils sont froncés maintenant. Sauf que c'est Sand qui l'a écrit 27 ans avant que le grand barbu nous ponde le capital. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis posé une question. Est-ce que Sand était marxiste avant Marx? Est-ce qu'elle a tout inventé sans le savoir? Bon, avant de s'emballer, faut que je parle un peu de l'origine de la pensée de Sand. En gros, elle s'est toujours plus ou moins intéressée aux conditions de vie des classes populaires, et de manière générale aux idées progressistes de son époque. Faut dire que sa grand-mère, qui l'a longtemps élevée et qui surtout l'a éduquée sur les questions politiques et sociales, elle traînait avec les Lumières à l'époque. Forcément, ça aide à ne pas avoir des idées de réac. Mais elle n'est pas engagée que théoriquement, elle agit aussi. Par exemple, après les Trois Glorieuses, elle met le turbo sur l'engagement en soutenant carrément les révolutionnaires. Puis, Frame 1, elle va se démener pour la Seconde République, en allant même jusqu'à lancer son propre journal nommé La Cause du Peuple. Il y a difficilement plus explicite que ça. Malheureusement, les répressions sanglantes contre les ouvriers, puis le coup d'état de Napoléon III vont lui porter un sacré coup au moral et à ses idéaux, qui du coup deviendront un peu moins vénères dans ses bouquins. Parce que oui, il faut pas croire, ces romans c'était pas juste des histoires à l'eau de rose. Ils sont blindés de politique, ça transpire ses idées. Prenez par exemple le compagnon du Tour de France. À un moment, son héros s'interroge sur la manière d'accorder deux principes. D'une part, le droit d'un homme riche à rester heureux avec sa richesse, et d'autre part, le droit d'un homme misérable à sortir de sa misère pour lui aussi accéder au bonheur. Par cette interrogation, elle prône pas spécialement le soulèvement des masses contre les élites, ni même une quelconque répartition des richesses d'ailleurs. Elle trouve simplement odieux qu'un homme miséreux ne puisse pas accéder au bonheur, alors même que le bonheur lui est promis par Dieu. Par Dieu, ouais, retenez bien ça parce que c'est ça la clé de sa pensée en vérité. Son engagement de gauche avant l'heure, il vient pas d'une analyse socio-économique comme Marx, mais d'un courant qu'on appelait le socialisme évangélique. Oui, je sais, ça peut paraître contradictoire dit comme ça, donc je vais m'expliquer. En gros, à l'époque, il y a des types comme Lamennais, Saint-Simon et surtout Pierre Leroux qui affirmaient que pour eux, à la base, la religion chrétienne, c'était une religion sociale, une religion qui devrait être au service du peuple, et c'est l'Église qu'ils accusent d'avoir fait pourrir ses idéaux de base. Carrément, pour Leroux, il n'y a aucune religion qui devrait pouvoir se soustraire à l'un des trois mots de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Il est plus ou moins pour une sorte de religion républicaine. Cependant, il affirme déjà à l'époque se méfier de la planification économique. Alors, sur ce point qui est majeur, sa pensée, elle est clairement opposée au communisme. Donc, soyons clairs, Sand n'a rien de marxiste. Mais faut quand même noter que cette autrice, elle défendait des idéaux de plus en plus à gauche, bien avant tous les courants socialistes de fin de siècle qui sont apparus avec la révolution industrielle. Des idées comme ça dans la littérature, c'était vraiment en avance sur son temps. Et j'ai failli oublier le détail qui tue. Grâce à son héritage, Sand avait un titre de noblesse et elle était blindée. Comme quoi, avec un peu d'effort, c'est possible d'être riche et pas complètement con.